Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balados, les troubles neurocognitifs, parlons-en. Cette saison, nous mettons l'accent sur les proches aidants, les intervenants et les chercheurs qui travaillent fort pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et de leurs familles. Dans cet épisode, nous allons parler des défis de la proche aidance à distance. Comment aider un proche atteint d'un trouble neurocognitif majeur quand on habite à plus de 5000 km dans une région éloignée des grands centres urbains? Pour en apprendre plus sur cette problématique, j'ai interviewé deux Yukonais, Sandra Saint-Laurent et Paul Davis. Sandra est québécoise de naissance et franco-yukonaise d'adoption. Elle est arrivée au Yukon il y a plus de 25 ans et est tombée en amour avec la région et ses habitants. Sandra a été proche aidante à 2 reprises. La première fois, c'était il y a environ 17 ans, lorsque son père reçut un diagnostic de cancer. Et plus récemment pour sa mère, qui est décédée en juillet 2022 de la maladie d'Alzheimer. Paul Davis, quant à lui, s'est établi au Yukon en 1995. Après plusieurs années dans la fonction publique et l'enseignement, il se dévoue maintenant à la réalisation de courts-métrages. Son dernier film, Le Loon Ranger des Huards, a été présenté récemment au Dawson City International Short Film Festival ainsi qu'au Festival international du film francophone de Toronto. Bien qu'il ait grandi dans une famille anglophone, Paul porte un grand amour pour la langue française qu'il étudie depuis sa jeunesse. Malheureusement, Paul et moi avons connu quelques problèmes techniques lors de notre conversation qui ont grandement affecté la qualité sonore de l'entrevue. En début d'entrevue, j'ai demandé à Sandra de nous parler un peu de la mission du partenariat Communauté en santé dont elle est la directrice. Je lui ai aussi demandé de nous brosser un portrait de la communauté franco-yukonaise. Le partenariat Communauté en santé, c'est un réseau pour la santé en français au Yukon. Alors, on est 16 réseaux comme ça à travers le pays dans les milieux, les communautés minoritaires de langues officielles, donc en français, donc partout sauf au Québec. Certaines provinces et territoires en ont plus qu'un, quand ils ont un grand territoire. Par exemple, l'Ontario, Nouveau-Brunswick ont plus qu'un un réseau santé en français. Puis on est tous sous le chapeau de Société santé en français, qui est notre organisme national. Alors, le but des réseaux, c'est vraiment de travailler ensemble dans un modèle avec 5 partenaires. Alors, des professionnels de la santé, des gestionnaires d'établissements, le gouvernement, la communauté et les institutions de formation en santé pour se mettre ensemble et vraiment développer une vision et des services. C'est vraiment l'accès aux services de santé en français à travers, par exemple, la formation en français de professionnels de la santé, mais aussi la formation linguistique pour les gens qui veulent apprendre le français ou qui ont un français fonctionnel, mais qui ont besoin d'un petit peu plus d'appui, de perfectionnement pour pouvoir le transmettre dans leur, transposer dans leur milieu de travail. Ça peut être des activités de promotion de la santé, comme par exemple, on en fait avec des projets l'ABCDR du cerveau en santé, qui est un projet qui vise la sensibilisation et d'outiller les gens à la prévention contre la démence, contre l'Alzheimer. Oui. On en a comme ça en petite enfance. On a alors vraiment une belle programmation. Puis on travaille aussi avec les gouvernements pour la désignation de postes bilingues, la création de points de service. Comme dans le cas du Yukon, récemment, on a collaboré, ça faisait 20 ans qu'on travaillait avec le gouvernement du Yukon, puis on a créé le premier centre de santé bilingue qui s'appelle Constellation. C'est vraiment essentiel de pouvoir, on dit toujours, de réduire la barrière linguistique. Alors, quand on peut parler dans notre langue, c'est toujours le meilleur, surtout dans des situations, par exemple, comme santé mentale, où le langage, c'est vraiment le véhicule de thérapeutique. Hein, c'est par le langage qu'on avance avec notre thérapeute. Donc, c'est vraiment important de pouvoir parler en français. Mais ce qui fait qu'on a aussi cet autre pendant-là de notre travail qui est de gérer ici au Yukon, entre autres, d'autres réseaux le font aussi, mais un service d'interprétation et accompagnement en santé. Donc, c'est vraiment de la navigation à travers le système pour quand vous parliez des nouveaux arrivants. Les gens arrivent ici, c'est une terre vraiment de migration au Yukon, donc on a beaucoup de roulement ici de population. Alors, quand les gens arrivent ici, ils ne sont pas nécessairement familiers, même avec le contexte du système de santé canadien, encore moins celui du Yukon. Donc, on peut les aider à naviguer, prendre des rendez-vous, les accompagner si on a besoin
Et puis, on fait aussi la référence, alors on peut, pour aider ce côté-là. Puis l'interprétation, c'est-à-dire toute la traduction orale pendant les rendez-vous médicaux. Je me demandais si rapidement vous pourriez nous dresser un petit peu le portrait de la communauté franco-yukonaise. C'est une communauté dont on n'entend pas souvent parler. Est-ce que c'est quel pourcentage de la population du Yukon? Est-ce que vous êtes bien desservi? Est-ce qu'il y a des écoles en français, des hôpitaux en français? S'il y a plusieurs hôpitaux, je ne sais pas. Mais si vous pouvez nous décrire un petit peu la population franco-yukonaise. Alors, le Yukon, ben, c'est vraiment, c'est un des territoires nordiques. Alors, des 3 territoires, on est celui qui est le plus à l'ouest, le plus au nord-ouest. On s'appelle pas les territoires du nord-ouest, mais on est ceux qui sont le plus au nord-ouest Oui, du c'est vrai. pays, juste au-dessus de la Colombie-Britannique. Et d'un côté, on a la frontière avec l'Alaska. De l'autre côté, on a la frontière avec justement l'Alberta, qui est à côté de nous. Et puis, le territoire les territoires du Nord-Ouest. Donc, la population francophone du Yukon, on ne sait pas beaucoup de choses sur cette communauté-là, mais elle remonte quand même assez longtemps. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une communauté qui est vraiment grandissante. Alors, c'est un des seuls endroits au Canada où la communauté francophone à milieu minoritaire est en augmentation, est en croissance. Alors, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que, on n'entend pas souvent, mais qu'on commence à dire plus souvent maintenant, c'est que le Yukon, c'est la 3e juridiction bilingue au Canada en pourcentage. Donc, pas en nombre absolu parce qu'on a des petits nombres de population, mais en pourcentage de notre population, on est les 3e derrière le Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un endroit où on peut vivre en français, où il y a des services en français, une école francophone du niveau primaire et secondaire. On a des garderies en français. On a des programmes d'immersion aussi, d'immersion tardive. Alors oui, on a une association franco-yukonaise qui est l'association Porte-Parole, un petit groupe d'aînés, un journal en français qui s'appelle l'Aurore boréale, qui paraît à toutes les 2 semaines. Donc oui, il y a une possibilité, puis il y a une grande acceptation du fait francophone ici au Yukon. C'est très valorisé. J'étais ravie d'entendre que la population francophone au Yukon est en croissance. Le Yukon a d'ailleurs ouvert 2 écoles francophones sur son territoire dans les dernières années, une école secondaire à Whitehorse en 2020 et une autre école à Dawson City en septembre 2022. J'ai eu le même son de cloche de Paul quand je lui ai demandé de nous parler de la communauté francophone et des services en français au Yukon. C'est beaucoup plus grand maintenant qu'il y a 10 ans. Et on va avoir, ça a l'air, une 2e école francophone à Dawson. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas si c'est loin, ou si c'est proche, mais on a déjà une école primaire à l'intermédiaire, école Emily Tremblay. J'ai travaillé là-bas beaucoup comme prof suppléant. On a aussi un journal, l'Aurore boréale, et les samedis soirs à 17h à 18h en honneur de radio communautaire pour la communauté francophone que la radio anglaise de la Radio-Canada et la SRC émis sur les 2 fréquences en même temps. Comme ça, c'est une bonne petite communauté. Les parents de Paul habitent à Ottawa. Son père vit avec un trouble neurocognitif majeur lié au vieillissement. Il a aussi des problèmes avec ses yeux et des douleurs aux genoux. Malgré ces difficultés, les parents de Paul habitent toujours dans leur maison. La mère de Paul doit veiller sur son mari et s'occuper de l'entretien de la maison. Et Paul les soutient du mieux qu'il peut, à distance. Ils ont réussi à garder leur propre maison à eux, mais le démenti de mon père force ma mère à faire toutes les activités de soutien à la maison pour lesquelles elle n'est pas nécessairement entraînée ou socialisée à faire. Et comme ça, je l'ai partagé une liste de vérification, on dit en anglais une checklist, pardon, pour les activités de l'automne. Il faut allumer les câbles anti-glaçage sur le toit. Il faut avoir le produit
de moins 30 de faire fondre la glace. Il faut avoir ça en quantité. Il faut arranger pour le service de déneigement qui fait la majorité de leur déneigement. Tous les types de choses comme ça, changer les filtres sur le système de chauffage. Le système de chauffage, quand c'est à gaz naturel, doit être vérifié chaque année par un technicien. Et donc aussi, quand c'est en Ontario, ils ont un climatisateur. Et comme ça, le climatisateur doit être vérifié par un technicien certifié. Ce type de choses-là, c'est un fardeau que ma mère a dû faire. Est-ce que vous trouvez ça difficile de quand même d'être si loin de vos parents alors qu'ils sont dans une période de leur vie où ils ont besoin de plus de support? Ça doit quand même être un bon défi d'être un proche aidant avec tant de distance géographique. Mais je fais mon possible. J'ai de la chance. J'ai une sœur qui habite d'à peu près 90 kilomètres de eux. Mais ce que je partage avec eux, c'est surtout des idées, OK? Et des idées, je peux communiquer par courriel ou tiens un coup de téléphone une fois par semaine. Mais je ne sens pas ça maintenant, mais je parle avec des hautes années anglophones, francophones. Certains sont plus jeunes que moi, certains sont plus vieux que moi, qui disent, ah oui, oui, j'ai dû faire ceci et ça pour ma mère avant qu'elle ait mis dans une institution, bla, bla, bla. Et c'est un petit peu terrifiant d'entendre ça. Par contre, on a eu un groupe de formation par Zoom. C'est l'approche de vieillissement de Montessori. Et comme ancien prof, ce n'était pas vraiment nouveau à moi quand on fait d'à peu près ces choses là-bas, quand on travaille comme prof, surtout la communication avec le monde. Mais pour beaucoup de monde, c'est assez spécial. Et on a eu ça avec le monde local et le monde d'ailleurs. En français, c'est offert par notre partenaire de communauté santé, PCS, qui est un des services. On a une ou deux personnes qui travaillent avec ça. Sandra Saint-Laurent, c'est la personne la plus connue pour ça. Comme ça, je connais du monde à mon âge qui a perdu leurs parents, qui a dû rester dans l'Est pour dealer avec leurs parents. Et mes parents me demandent pas à faire ça actuellement. Et on a le luxe qu'on peut voyager un petit peu ensemble. On a osé en mai, on a visité Québec en train, ma mère, mon père et moi. Et ça a fonctionné assez bien. En plus de fournir à sa mère des listes de contrôle pour lui rappeler les tâches qui doivent être faites régulièrement dans la maison, Paul a trouvé d'autres moyens ingénieux d'aider ses parents. Par exemple, Paul a acheté des gilets de sécurité à haute visibilité pour ses parents. Ce gilet aide son père non seulement à voir son épouse lorsqu'ils sont ensemble en public, mais garantit également qu'il est visible pour les autres, en particulier lorsqu'il est à vélo. Paul, qui est lui-même grand amateur de cyclisme, a encouragé ses parents à faire du vélo. Grâce à lui, ses parents se sont procurés des vélos électriques et ont complété le cours CanBike. Pour Paul, il ne fait pas de doute que le vélo aide ses parents à rester en forme et permet à son père de sortir de la maison et de participer à plus d'activités. Ils font le vélo en été et ils ont suivi le cours CanBike, le cours en conduite défensive pour les cyclistes. Ils ont des vélos électriques de la première génération. Comme ça, on a remplacé un des chargeurs cet été pendant mon visite. Celle de mon père, le chargeur, une espèce de transformateur électrique a pété. Et on a trouvé un autre dans un délai d'à peu près
une simple journée, on a eu de la chance. Ils ont remplacé les piles sur leur vélo électrique. Et mon père a aussi une blessure dans les deux genoux. Et comme ça, il apprécie beaucoup que le vélo électrique peut l'aider à faire du vélo avec moins de stress sur ses genoux. Mais il peut faire des distances considérables sur le vélo électrique. Pour aller à la bibliothèque, ma mère va prendre un cours en français conversationnel à la bibliothèque publique d'Ottawa. Mon père va aller avec elle sur leur vélo. Il va lire les revues pendant qu'elle fait son leçon, ce type de choses-là. Comme ça nous donne aussi une façon de faire les pique-niques ensemble quand je les rends visite. Et on va choisir des routes qui sont assez calmes pour mes fins à moi, car je ne suis pas habitué d'être dans des grandes circulations. On a un petit peu de ça à Whitehorse, mais on peut l'habiter comme ça, on planifie éviter des choses. On va faire les pique-niques ensemble, ce type de choses-là, ou aller à un concert musical qui n'est pas super loin. Pour Sandra, la distance pour un proche aidant est un défi qui n'est pas sans ses avantages. Grâce à la technologie et à des visites de plus longue durée, elle a pu détecter quand sa mère a commencé à montrer des signes de troubles neurocognitifs. Pour ma mère, ça s'est déclaré juste un peu avant la pandémie. On avait des doutes, tout ça, mais alors, ce qui était intéressant, c'était que quand justement, on avait des sessions en visioconférence. Donc, il y a plein d'autres petits, quand on dit toujours le langage non verbal, ça dit beaucoup. Alors, quand la personne cherche ses mots, ça dit quelque chose, mais quand on voit qu'elle a mis son chandail à l'envers, par exemple, au téléphone, on ne le verrait pas, ça. En personne, on pouvait voir s'il y avait des petits éléments comme ça ou, par exemple, s'il y avait quelque chose qu'elle semblait chercher pendant qu'elle me parlait ou en visioconférence, mais je pouvais voir, elle cherchait quelque chose ou elle était anxieuse de quelque chose. On pouvait voir des petits signes comme ça. Puis aussi, le fait que, oui, on était loin et on l'est toujours loin, mais en même temps, on a la chance que quand elle venait ici, par exemple, c'était pour des longues périodes. Et alors, on avait la chance je dirais, par exemple, quelqu'un qui est plus proche, par exemple ma sœur qui était plus proche, la voyait des petits intervalles, 2-3 heures, des petites sorties ou des petits rendez-vous comme ça, qui font que parfois on peut attribuer « Ah, aujourd'hui, elle était fatiguée, c'est pour ça qu'elle cherchait ses mots », des choses comme ça. Alors que quand elle venait chez moi pour 3 semaines, c'était du matin au soir, on pouvait la voir du déjeuner à son meilleur, si on veut, parce que c'est une personne du matin comme moi. Alors, on pouvait la voir vraiment du matin au soir, voir s'il y avait des choses qui se passaient, puis on pouvait remarquer certains signes déjà parce qu'elle faisait partie de notre quotidien. Donc ça, c'était quelque chose qui est particulier au fait que vu qu'elle est loin, elle fait pas juste des petits sauts quand que ça lui adonne, puis quand elle est à son meilleur. On la voyait dans tout le spectrum finalement de sa vie. On avait un petit échantillon d'un petit peu des meilleurs jours puis des moins bons jours aussi. Les gros défis des personnes aidantes à distance, que ce soit à distance ou comme moi en alternance là, entre présentiel et virtuel, c'est toujours de s'adapter à un autre système de santé qui est plus le nôtre. Hein? Peut-être qu'on est originaire de là, mais quand ça fait même 5-6 ans, moi dans mon cas 25 ans, qu'on n'est plus là, c'est pas nécessairement naturel et intuitif que les services sont les mêmes et qu'on va les chercher de la même façon. Donc ça, c'est vraiment comme une autre recherche. Par contre, ce qui est avantageux avec les nouvelles technologies comme maintenant, c'est qu'il est possible de faire des téléphones, d'appeler la pharmacie, de commander des choses en ligne. Les gens, ils savent pas si vous êtes à Bécomo ou à Thunder Bay ou à C'est vrai. C'est vrai. Vous commandez des médicaments pour votre parent ou quelque chose, eux autres, c'est la popote roulante. Moi, je me souviens, j'ai le service de repas chaud à domicile. Quand j'ai ouvert le compte de ma mère, il y avait rien qui disait que j'étais à Whitehorse puis que moi, il était 6 heures du matin quand je faisais son compte. Pas du tout. Comme Paul, Sandra a aussi une sœur qui habitait dans la même région que sa mère. Dans le passage qui suit,
Sandra parle des rôles différents mais complémentaires qu'elle et sa sœur ont joués auprès de leur mère. Nous avons aussi parlé de l'importance d'avoir un petit groupe de personnes sur place pour aider et accompagner la personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Être à distance, c'est ça l'avantage aussi, c'est parfois le décalage horaire joue en notre faveur. Dans mon cas, ma mère dans l'Est, si elle décidait, parce qu'elle se rendait peut-être moins compte quelle heure il était, de m'appeler à minuit, mais pour moi, il était quand même juste 9 heures jusqu'à temps qu'on change plus d'heure. Là. Dans le temps, Oui. maintenant, le Yukon ne change plus d'heure, mais on n'avait que 3 heures de différence. Alors pour moi, c'était 9 heures. C'était encore gérable, il n'y avait pas de problème. C'était préférable qu'elle m'appelle moi que ma sœur qui habite à côté. Évidemment, qui pour elle, avec ses jeunes enfants, ça aurait pu être un petit peu plus dérangeant. Mais ça dépendait toujours de la nature de l'appel. Si c'était quelque chose où il faut justement aller vers la personne pour vérifier quelque chose ou l'aider physiquement, c'est plus difficile de le faire à distance, évidemment. À ce moment-là, c'est très important d'avoir cette collaboration-là avec quelqu'un sur place en Oui. qui on a confiance, puis c'est très complémentaire. Mais d'un autre côté, d'être loin, souvent, ça permettait... Moi, je pouvais faire peut-être plus du support, des fois émotionnel, parce qu'elle m'appelait, puis elle savait que c'était pas dérangeant pour moi. Mais ça serait un de vos conseils, peut-être, si on est proche aidant et puis qu'il n'y a pas d'autres parents dans le coin, de se trouver au moins un ami, un voisin, mais quelqu'un en qui on a confiance, que son proche connaît bien pour faire aussi ce contact-là en personne. Absolument. C'est Oui. vraiment de créer une équipe. À un certain point, on avait vraiment aussi un réseau avec les amis où on se tenait au courant. Donc, on avait même créé un petit groupe à travers les médias, certains médias sociaux comme c'est avec voyons, comment on Sur dit, Facebook? Messenger Ah, Group. On pouvait Messenger, avoir un oui. groupe Messenger. Donc là, on pouvait envoyer une information à quelqu'un, puis là, tout le monde était au courant en même temps. Donc ça, c'est très utile aussi. Ça vous évite de toujours redire les mêmes choses. Puis parfois, c'est de passer à travers aussi des moments difficiles, des deuils ou avoir de la distorsion. L'autre façon, c'était souvent dans un groupe d'amis ou une famille, il y en a toujours un ou une qui aime ça, dire les nouvelles aux autres. Oui, oui. Donc, on a toujours une matante ou un moment quelque chose. Les placoteux. Oui, c'est ça. Donc, on mise là-dessus. On dit, bon, ben, je vais vous donner l'information, puis vous allez la diffuser au reste des frères et sœurs ou aux neveux, nièces, peu importe, c'est les gens qui doivent être mis au courant, ou même dans les amis, qui est un bon point, puis qui va être capable de le faire de façon fiable. C'est sûr que là, c'est ça, on veut pas juste des placotés, on veut aussi des gens qui sont capables de le faire de façon fiable, puis pour pas non plus créer de l'anxiété qui fait que les gens rappellent pour avoir plus de nouvelles, puis ça devient plus lourd. Là. Oui, Oui, exactement. c'est trouver un bon point d'ancrage, de diffusion, puis d'avoir l'information à tout le monde, puis de ne pas avoir peur d'en parler. Moi, je mettais aussi des ressources, des webinaires qui existaient aussi, des formations comme Montessori Alzheimer, communication avec une personne atteinte de démence, des petites informations courtes qui permettaient que tout le monde on ait les mêmes bases quand on parlait à ma mère, par exemple. Okay. On savait un peu à quoi s'attendre. C'était pas, des fois, les gens, ils savent juste pas comment réagir, puis c'est normal. Bien entendu, un des plus grands défis pour Paul et Sandra est qu'ils vivent non seulement loin de leurs parents, mais aussi dans une région éloignée de tous les grands centres urbains. Il n'y a pas de vol direct entre Whitehorse et Ottawa ou la ville de Québec. Le voyage en avion peut prendre entre 12 et 17 heures, parfois plus, et comprend généralement 2 à 3 escales. Les grands froids et la noirceur l'hiver peuvent rendre les voyages plus difficiles, et la pandémie a également ajouté une couche de complexité à tous les déplacements. Je les rends visite peut-être 1 ou 2 fois par année. Et cette visite que j'ai fait avec eux en novembre, cet essai de voyage, j'ai pas vraiment de but de voyage en décembre. Il faut comprendre qu'ici, voyager en hiver, tu dois vraiment avoir quelqu'un qui va soigner de ton maison. Tu dois fermer la pression de l'eau domestique qui arrive de la ville de façon que si un poteau gel, ça va pas inonder toute la maison. La maison doit être vérifiée chaque 24 heures. Tu mets un grand thermomètre sur les escaliers d'entrée pour indiquer que c'est plus 15, puis c'est 0 ou moins 5 à l'intérieur pour la personne qui garde la maison comme ça.
c'est pas hyper plaisant de voyager hors de Yukon en décembre, OK? Et le noirceur, ça complique tout, OK? On a tout le ruban rétro réfléchissant sur nos bottes, sur nos pantalons de pointe, sur nos mitaines, sur nos vélos. On a les lumières DEL partout, mais c'est plus facile d'avoir un vol d'avion annulé car la visibilité était trop bas pour décoller ou surtout pour atterrir. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports d'alternatifs très près autour de nous. Comme ça, c'est difficile. On doit toujours avoir notre passeport avec nous car si on est forcé d'atterrir dans un autre aéroport, ça peut être Juneau, Alaska ou États-Unis. Comme ça, il faut avoir le passeport avec toi. Et le noirceur, ça complique le voyage pas mal. Comme ça, j'ai une horreur de voyager en décembre. J'en ai fait l'année passée. Je n'aime pas. Je comprends. C'est super difficile et on souffre une pénurie de main-d'œuvre maintenant. Comme ça, il y a de très bons monde qui travaillent à Air North. Ils sont super dédiés. Mais pour un job qu'ils ont fait avec 8 personnes, ils ont peut-être 3 ou 5 personnes maintenant. Alors, ils ne peuvent pas trouver le monde pour travailler pour eux. Comme ça, les bagages, ça va être un petit peu plus en retard. Mais on a de grande confiance avec eux. C'est une ligne aérienne qui appartient au Bontan-Cochin, la Première Nation Bontan-Cochin et l'actionnaire principal. Comme ça, c'est un petit peu le cœur d'une entreprise locale. Mais ça ne contredit pas l'impact de la noirceur sur les opérations. Il y a un impact. On n'a pas des systèmes d'approche des instruments comme les aéroports de Toronto, de Montréal et de Vancouver. On n'a pas ça au nord de 60. Le fait que la pandémie était là, puis qu'on n'avait pas le droit de voyager, c'était parce que dans le cas du Yukon, il y avait aussi, on a eu les vaccins plus vite que le reste du Canada, ou en tout cas que certaines parties du Canada pour mon âge. Donc ça, c'était un avantage pour moi. J'étais vaccinée avant ma sœur, qui a à peu près le même âge que moi, au Québec. Donc pour moi, c'était plus facile d'aller justement dans les milieux de soins parce que j'avais déjà mes vaccins. Ceci dit, c'est ça, il y avait le défi vraiment des horaires d'avion, puis qui était vraiment impossible. Et puis, des annulations, toujours aussi. Puis, le fait aussi que si je quittais le Yukon était pendant 1 an et demi, finalement, avec une période d'isolation de 14 jours. Donc, je savais qu'au retour, je ne pourrais pas être avec ma famille non plus. Donc, non seulement je serais partie 2 semaines, mais 2 autres semaines en revenant où je ne serais pas avec ma famille. Donc, ça voulait dire que j'étais 1 mois sans voir mes enfants. Oh, vous ne pouviez même pas vous isoler à la maison? On pouvait s'isoler à la maison, mais il ne fallait pas être sur les mêmes étages. On ne pouvait pas manger en même temps. On ne pouvait pas avoir les mêmes salles de bain. Donc, il fallait soit que mes enfants... ce qu'on on a fait comme choix finalement, c'est que soit que mes enfants venaient en isolation avec moi, donc ils n'allaient plus à l'école non plus, on ne pouvait plus sortir, je ne pouvais plus aller faire l'épicerie, donc il fallait prévoir pour 2 semaines, ou à ce moment-là, il fallait vraiment s'isoler sur un autre étage, des étages différents. Nous avons entendu plus tôt comment Sandra a utilisé la technologie pour rester en contact étroit avec sa mère et créer un réseau de personnes pouvant soutenir sa mère et se soutenir mutuellement pendant les moments difficiles. Elle nous a aussi expliqué comment elle a fait un bon usage du décalage horaire entre Québec et Whitehorse pour apporter un soutien à sa mère à des moments de la journée qui auraient été moins commodes pour sa sœur. En terminant notre conversation, j'ai demandé à Sandra si elle avait d'autres conseils pour les personnes qui s'apprêtent à commencer leur cheminement en tant qu'aidant à distance. C'est important ne pas s'isoler, de vraiment trouver, quand on dit le réseau autour, c'est pas seulement pour le relais, mais aussi pour pas s'isoler, pour pouvoir, si on a besoin de répit, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, parce que ça arrive des imprévus, on peut attraper la grippe, on peut se casser un orteil, on peut... Oui. Tout le monde, c'est pas parce qu'on est personne aidante qu'on est des super-héros à l'abri de tout. Donc, on a vu que parfois les personnes aidantes deviennent des personnes aidées. Je dirais ça, c'est
de pas s'isoler, mais aussi de prendre le temps de comprendre vraiment la maladie, ce qui se passe autour de votre personne aidée, parce que il y a plein d'outils qu'on peut aller chercher de nos jours, des petites formations en ligne qui nous permettent de mieux comprendre, de démystifier, d'enlever une partie de l'anxiété qu'on peut avoir parce que c'est quelque chose de méconnu ou qui nous fait peur. Parce que c'est sûr, quand on parle d'un proche qui a des pertes de mémoire, on se dit, ah, est-ce que ça va m'arriver? Il y a tout je dirais, cet exercice-là de réflexion sur soi-même, sur sa propre vulnérabilité. Donc, il faut apprendre vraiment. Il y a des beaux outils qui existent sur Internet, mais aussi autour de soi. Si vous avez la chance d'être dans un groupe de soutien pour les personnes aidantes, c'est des bons outils pour pouvoir vous aider aussi à prévoir les prochaines étapes. Parce que c'est sûr qu'on est tellement pris, parfois comme personne aidante, des fois c'est tellement surprenant la manière dont ça arrive, puis tellement prenant, parce que ça devient comme quelque chose c'est quelque chose qu'on connaît pas, puis là on doit trouver des solutions, puis c'est pas un univers qu'on entend parler beaucoup, puis qui peut nous déstabiliser. Mais je pense que c'est ça, c'est de pouvoir aller voir ce qu'il faut faire, par exemple, parce que c'est important d'avoir une procuration bancaire avec quelqu'un qui est de confiance, parce que là, à un moment donné, ça va devenir, la personne va être vulnérable à des abus, à des gens qui vont essayer de l'extorquer, toutes des choses comme ça qui existent de nos jours, malheureusement, mais qui sont une réalité, puis on veut pas que ça arrive à notre proche parce que ça va faire l'anxiété de plus. Donc, comment prévoir les prochaines étapes? C'est pas le fun de parler de changer de milieu, mais à un moment donné, il faut qu'on trouve une manière de l'approcher. Il faut commencer à y penser en groupe aussi. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on peut financièrement se permettre? Quel programme existe? En parler aussi avec les travailleurs sociaux. Parfois, ils peuvent nous pister sur des programmes puis des subventions qui existent, sur du prêt de matériel, du CLSC pour à la maison, pour adapter, des choses comme ça. Alors ça, c'est vraiment important de pouvoir aller chercher le plus de support possible de gens de confiance. Si j'avais vraiment un conseil à donner pour les proches aidants, c'est vraiment de prendre le temps, bien, c'est sûr de s'outiller, là, comme je disais, mais prenez le temps d'être avec votre personne aidée. Puis vraiment de juste comme, il faut plonger. C'est épeurant, mais il faut plonger dans ça, puis comme embrace it, hein, quand tu dis en anglais, vraiment de se l'approprier, ce qui se passe, puis se dire que, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, tu as rencontré une personne aidante, une personne avec Alzheimer dans ta vie? Tu as rencontré une personne avec l'Alzheimer dans ta vie, dans le sens que tu peux pas appliquer ce que tu as vécu aux autres personnes parce qu'il y a tellement de différences aussi dans les types de démence, mais aussi dans la même journée et même dans la même conversation, ça peut tellement être différent. Maman pouvait me parler des élections, puis tout ce qui se passait là, au point de vue politique qui était très, très mémoire courte, mais qui était quand même complexe. Et puis, se retourner de bord, puis après ça, complètement pas réalisé, tu sais, appeler ma fille Félix, tu sais. Puis là, je disais à mes enfants, Félix, c'est le nom de son cousin. Donc, c'est l'autre petit enfant. C'est juste dans elle a pris un nom là, dans la boîte famille. Félix est dans famille, mais il y a aussi Camille, Chloé, Manuel. Mais qu'elle mélange et qu'elle t'appelle Félix, c'est pas grave. Elle pense pas que tu as l'air d'un garçon. Non. Elle pense, t'es dans la boîte famille, t'es dans la boîte où elle est confortable, puis elle a pris dans cette boîte-là. C'est tout. Puis les filles étaient tout de suite après ça, c'était plus dérangeant pour elles d'avoir cette confusion-là. Mais j'ai pas Félix, moi. Ils n'ont jamais été comme ça. Puis c'est vraiment, si vous avez une chance de vivre cette expérience-là avec vos enfants, c'est sûr qu'il faut les préparer. Mais c'est fantastique parce que moi, j'ai trouvé que ça nous permet de nous sortir un peu de cette pression-là, puis cette urgence-là d'aider notre parent, puis juste d'être avec notre parent. Alors, profiter du moment présent. Oui, parce que c'est ça, les filles, les autres, ils dessinaient. Tu sais, moi, je pensais déjà, oh là là, tu sais, elle signe plus son nom, va-t-elle être capable? Les filles, ça ne dérangeait pas, les autres, ils dessinaient avec elle. Ils allaient comme ça allait, comme c'était fluide. Puis aussi, quand on est dans les derniers moments,
moi, j'ai donné le choix à mes enfants. J'ai dit, vous pouvez venir m'aider en soins de vie, de fin de vie, ou venir quand elle va être décédée, tu sais, avec papa. C'est comme vous voulez. Puis les deux, puis ils avaient juste 11 ans et 12 ans, là. Ils ont décidé de venir avec moi, puis on a fait tous les soins, là, tu sais, toute la nettoyer, OK. toujours mettre sa crème, ses pieds, lui lire des livres, puis elles étaient pas... moi, je trouvais ça triste parce que j'étais déjà en train de dire mon bye-bye à Oui, oui. ma maman. Mais à la fin de la journée, il fallait que je nourrisse mes filles, qu'elles fassent des dodos, qu'on fasse une Oui. activité ensemble, qu'on fasse un jeu de société ou qu'on lise. Puis ça me permettait, comme personne aidante, de me ressourcer, de me dire, oui, je dis bye-bye à maman, mais j'ai des enfants aussi à m'occuper. Puis ça me permettait de balancer un peu. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions nos invités Sandra Saint-Laurent et Paul Davis. Si vous habitez au Yukon et que vous aimeriez avoir plus de renseignements sur les services offerts par le partenariat Communauté en santé, je vous invite à visiter leur site web au www.francosanté.org. Il y a aussi l'association franco-yukonaise qui vient tout juste de lancer un réseau d'entraide qui s'appelle Servi, dont le but est de développer des échanges de services gratuits par et pour les membres de la communauté francophone du Yukon. Je vous invite donc à visiter leur site web au www.afy.ca si vous désirez en apprendre plus sur l'association franco-yukonaise et devenir membre du réseau d'entraide. Nous remercions notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres.